La fin d'une ère, c'est le début d'une autre. Avec la réouverture du Japon à l'étranger, vient la fin du shogunat. L'entrée du Japon dans l'ère Meiji est considérée comme une période de renouveau. Le pays s'est approprié la culture industrielle venue d'Europe et ne tarda pas à connaître une progression économique rapide. La place du divertissement prend une importance grandissante à travers les périodes favorables comme durant les crises à venir. Hello Internet! Pour commencer 2021, je vais clôturer mon triptyque sur la place des jeux dans l'histoire du Japon. Pour cette dernière vidéo, voyons ensemble les jeux dans la période post-shogunat. Ok, troisième vidéo du triptyque sur le rapport du Japon avec ses jeux dans l'histoire. Les deux vidéos précédentes sont dans la description. Et pour finir cette série, je vais vous parler vite fait du rapport que le Japon a eu avec les jeux dès la réouverture du pays. Pour rappel, le pays du soleil levant a fermé ses frontières au commerce étranger avec quelques exceptions. Et c'est sous la pression économique et politique en interne et militaire en externe que le pays renoue avec le reste du monde. Ces nouvelles influences vont être autant d'occasions de faire des avancées technologiques que de calquer des attitudes pas ouf sur des pays qui sont soi-disant civilisés. Pour finir de poser le contexte, je précise que je vais pas m'attarder sur les jeux japonais contemporains. Nous, on va vraiment rester sur du classique. J'irais même jusqu'à dire du traditionnel. On a vu dans la dernière vidéo la place qu'ont eu des jeux comme le Go ou le Shogi, et je vous ai montré que le matériel pouvait être utilisé pour créer des jeux bien différents d'un jeu d'échecs. Voilà pourquoi j'ai choisi de commencer la vidéo en vous parlant encore une fois, non pas de Go, non pas de Shogi, mais d'une sorte de dérivé qui est également un jeu traditionnel. Le Goita Shogi. J'ai croisé beaucoup d'informations qui sont incertaines concernant les origines de ce jeu, qui daterait tantôt du 19e siècle, tantôt serait une copie de jeux du 11e siècle, soit qui serait inspiré de vieux jeux de cartes, soit qui serait inspiré d'une manière de jouer au shogi dans la région de Echigo, qui aurait été inventé par un joueur de shogi, mais probablement réellement peaufiné par des pêcheurs. Cette dernière hypothèse est largement soutenue par l'association de préservation pour le Goita de la ville de Noto. J'imagine qu'on peut leur faire confiance puisque l'origine du jeu est attribuée à cette ville. Mais même eux admettent que les véritables origines du jeu sont encore au stade de supposition. Si les puristes jouent encore avec des pièces de shogi modifiées, les versions les plus accessibles de ce jeu se trouvent aujourd'hui sous forme de cartes. Je vous conseille donc de découvrir le Goita Shogi sous une forme que j'affectionne. Kami est une édition française du Goita Shogi. Si le jeu a peu de choses à voir avec les kami tels qu'on les connaît, je trouve que les cartes sont plus jolies que la plupart des Goita que j'ai vus sous forme de cartes. Et contrairement aux pièces de shogi, le format carte donne des informations qu'on n'a alors pas besoin de retenir par cœur, et nous permet donc d'aborder le jeu avec plus d'aisance. Bref, je vous le conseille parce que j'estime que cette version maximise le plaisir de jouer. Les illustrations sont de Pauline Berdal et le jeu est édité par Okaluda, qui sont forcément des gens bien puisqu'ils aiment les poules. Est-ce que je vous ai déjà parlé de mon amour des poules? On en reparlera peut-être un jour. Et finalement, il est distribué par Pixie Games. Traditionnellement, le jeu se joue à 4 joueurs par équipe de 2. Okaluda propose des variantes à 2 et à 3 joueurs, mais on va rester sur la version traditionnelle. Une partie durera environ 20 minutes et est conseillée à partir de 8 ans. Pour commencer, constituez 2 équipes de 2 et placez-vous en face de votre coéquipier de manière à alterner entre joueurs de l'équipe A et joueurs de l'équipe B. Puis chaque joueur pioche une carte et la plus forte désigne le premier joueur et d'honneur. Celui-ci donne 8 cartes à chaque joueur. Il place devant lui une première carte face cachée, puis il place en dessous une carte face visible qui lance une attaque. Le joueur suivant aura ensuite le choix de contre-attaquer ou de passer. S'il contre-attaque, il devra d'abord placer une carte en défense. Celle-ci doit être identique à celle placée précédemment en attaque. Une fois cela fait, il peut placer à son tour une carte en attaque. Sinon, il peut aussi choisir de passer son tour, qu'il ait ou non la possibilité de contrer.
Ça donnera alors la main à l'équipier de l'attaquant, qui n'aura pas toujours intérêt à contrer de toute manière, et s'il passe lui aussi, l'équipier du deuxième joueur pourra à son tour avoir la possibilité de contrer. Et si ce dernier décide lui aussi de passer, on a fait un tour complet. Si cela arrive, le joueur qui a posé la dernière attaque devra poser une carte face cachée en défense et rejoue une nouvelle carte en attaque. Et ça peut être la même carte que précédemment. Pour peu qu'il ait tous les exemplaires de la même carte, il peut s'assurer au minimum 2 tours de manège. On continue comme ça jusqu'à ce que quelqu'un ait placé ses 8 cartes. Et maintenant que vous savez ça, il faut que vous connaissiez The Exception. L'impératrice qui ne se comporte pas comme les autres cartes. Elle dégomme tout. Elle peut défendre contre toutes les cartes. Bon, pas tout à fait, puisque les soldats et les lanciers, elle peut pas. Sans doute qu'ils sont trop sales et qu'elle veut pas les toucher. Autre spécificité, l'impératrice ne peut pas être utilisée en attaque si l'autre impératrice n'est pas d'abord sortie en défense. L'équipe qui gagne est celle qui a posé la dernière carte. Et c'est d'ailleurs cette dernière carte qui désigne ce que l'équipe des vaincus devra donner à l'équipe des gagnants. On continue en faisant tourner les rôles pour la manche suivante. Une partie se finit dès qu'une équipe atteint 15 points. Mais vous pouvez décider de changer cette limite avant de commencer la partie. Et attention, voici une règle pour les joueurs qui aiment les défis. Si vous finissez une manche en posant une carte face cachée en défense et qu'il s'avère qu'elle est identique à la carte posée en dessous en attaque, vous doublez les points gagnés. Bravo, vous êtes un pro gamer comme on dit. Ah, mais si vous jouez avec un set de shogi, je vous conseille de prendre de quoi cacher les pions qui constituent votre main. Et aussi d'avoir plusieurs sets pour avoir tous les pions. Et des sets de pions qui auront une face vierge. Mais des pions de la même taille. Et de préparer des piécettes. Ouais, plus je creuse, plus ça me paraît évident que le Goita Shogi a dû être pensé comme un jeu de cartes à un moment. Entre le manque d'ergonomie des pièces pour ce gameplay et la mécanique de collecte de pièces qui est proche du pari, En fait, il y a plusieurs choses qui pourraient expliquer le choix des pièces de shogi aux dépens des cartes. Surtout si l'on considère qu'il s'agit d'un jeu qui s'est répandu durant l'ère Meiji. Sachez qu'à la réouverture du Japon, c'était quand même une convention sociale de considérer que les jeux de cartes, et surtout ceux d'influence étrangère, étaient des hobbies largement... pas bien. Déjà, c'était illégal. Et comme les maisons de jeux avaient la main dessus, c'était un coup à accumuler des dettes. Vraiment, je sais que je donne l'impression que plein de Japonais jouaient à ce jeu derrière le dos des autorités, mais en fait, non. Seuls les marginaux y jouaient. Et c'était tellement ancré dans la culture que même à la réouverture, il n'y avait pas moyen de légaliser ce genre de jeu. Attendez... En fait, si... Apparemment, la légalisation de l'ensemble des jeux de cartes aurait été faite presque du jour au lendemain pour faciliter les échanges commerciaux, notamment avec le Royaume-Uni. Mais il semblerait surtout que le gouvernement n'y a pas trop réfléchi et bon, ça s'est juste fait, comme ça. Juste faites pas de paris, mais en fait, Osef, allez-y. Comme quoi, rien n'est gravé dans le marbre. Je suis toujours sidérée de voir comment les Japonais en quelques années ont retourné leur veste et ont érigé ces jeux autrefois si immoraux en piliers de la culture nippone. Et ta propagande. À peu près 10 ans plus tard, la popularité des jeux de cartes est grandissante. Et un bureaucrate du ministère des Finances, Sadajiro Katayama, proposa la première taxe qui touche les cartes dans l'histoire du Japon. Et si vous voulez connaître la raison, c'est que les produits concernés par cette taxe, c'est-à-dire les jeux de Hanafuda, l'alcool et le tabac, favoriseraient l'humeur changeante des classes pauvres. Et par conséquent, il est préférable de les élever progressivement au rang de produits de luxe. Bien sûr, cette idée a été soufflée par les Européens. Qui d'autre ? Cela pourrait expliquer pourquoi le Hanafuda a aussi pas mal été associé à de vieilles lignées de familles riches au cours du XXe siècle. À la suite de ça, des taxes spécifiques aux cartes ont été appliquées dans le but de financer, entre autres, la guerre contre la Russie.
justement quand la récession pointe le bout de son nez. Bon, je dirais pas que ça a participé à tuer une industrie d'artisans précaires parce que j'ai pas de preuves. Mais force est de constater que beaucoup de fabriques ont fermé durant cette crise. Autre raison possible, les mobilisations d'hommes au front, pas de diversification des activités et un écrasement de la concurrence par Nintendo qui faisait des produits pas chers et quand même d'assez bonne qualité. En fait, l'augmentation des taxes sur les jeux de cartes a joué un rôle tel que la plupart des collectionneurs utilisent les timbres fiscaux pour dater un paquet. Bref, sortir un jeu de cartes au début du XXe siècle, c'est pas une super bonne idée au Japon. Compte tenu de ces informations, vous comprendrez pourquoi on peut préférer éviter d'utiliser des cartes en matériel de jeu. De leur côté, le shogi et le go continuaient à être des jeux populaires malgré le fait qu'ils furent retirés des programmes de formation militaire. Et comme les taxes ne les concernaient pas, les shogiban et goban ont pu intégrer les ménages des classes moyennes sans trop de soucis. Pour le plaisir de toute la famille. Sauf les femmes. On a longtemps considéré que c'était plutôt des affaires d'hommes. Ouais. D'ailleurs, c'est quoi cette époque, un jeu considéré bien pour les femmes? Ah oui, évidemment. Ça et tous les jeux où on chante un peu. Bref, le shogi et le go. Ah oui, à la fin de l'utilisation de ces jeux par les institutions militaires, il fallait bien se retrouver pour jouer en dehors des familles. Commencèrent alors à émerger les premières associations de joueurs. La création de ces organismes avait dans un premier temps comme but d'organiser des compétitions. L'avantage du Go et du Shogi, c'est que les règles compétitives étaient déjà bien ancrées puisqu'elles ont été mises en place par des politiques comme si elles étaient des lois. Mais ce n'est pas le cas de tous les jeux. Beaucoup étaient joués de façon totalement informelle. Prenons encore le cas du Karuta. Les règles du Chirachidori étaient très souples. Le nombre de joueurs, le type de carte utilisée, la taille du terrain. Je veux dire, c'est littéralement poser les Karuta n'importe comment et n'importe qui peut taper la carte. Bon, sauf le lecteur bien sûr. En plus, avec la popularité des Iroha Karuta qui représentaient un peu n'importe quoi, les sujets des cartes pouvaient aller des bakemono aux vieux dictons. Et là, je vous parle quand même des deux sujets les plus courants. Tant le désir d'élever les Karuta au rang de vrais jeux de tournoi existait avant l'ère Meiji. Les règles du Karuta de compétition ont été créées et peaufinées à la toute fin du 19e siècle et ce jeu qu'on pourrait croire sorti de temps immémoriaux est en réalité un pur produit de la période industrielle du Japon. Ces règles ont permis d'organiser des grands tournois et donner aux Karuta une dimension compétitive en plus de leur aspect culturel. Mais surtout, c'était dès le début des règles ouvertes à la participation des femmes. Autre chose à savoir, lorsque le Japon s'est ouvert, il a aussi commencé à entrer en guerre avec les Russes. Parce que les deux pays avaient décidé de s'étaler aux dépens des autochtones. Et bon, il y a eu des prisonniers. Et comme ils étaient en train de crever d'ennui, les gardes leur donnèrent des cartes. Et avec ça, ils continuaient quand même de crever d'ennui. Bah oui, parce que c'était des cartes japonaises, et eux, ils savent pas s'en servir. Le Japon avait beau s'être ouvert, les produits d'importation, c'était encore du luxe. Certainement pas des choses qu'on donnait à des prisonniers. Et pour rappel, ce que les Japonais voyaient comme des cartes occidentales, c'était des dérivés de cartes qui n'étaient plus vraiment utilisées, surtout en Russie. Et il y en a un qui sent qu'il y a un bon filon, un nouveau marché à occuper. C'est Monsieur Yamauchi. Très conscient que la survie d'une entreprise de jeux de cartes dépend entièrement de sa capacité à occuper de nouveaux marchés. Ils seront donc les premiers à produire en masse des trump cards, comme ils les appellent. Et pour sûr, c'était des produits qui ont vraiment plu. Tant mieux pour Nintendo, parce que la concurrence continue de fermer boutique les unes après les autres. Ce jeu de cartes n'est pas le seul à avoir intégré la ludothèque japonaise. On peut penser aux jeux des Chinois qui faisaient déjà des échanges avec le Japon et qui ont fini par faire fleurir un véritable Chinatown au sein de la ville de Yokohama. Yokohama, durant l'ère Meiji, c'était vraiment la ville des expats. Alors forcément, les échanges culturels étaient courants dans cet endroit.
Les communautés chinoises ont emmené avec eux le jeu représentant de leur culture, le mahjong. Mais ce sera vraiment dans les années 20 que le jeu gagne réellement en popularité. Et il va sans dire que les Japonais ont bien aimé, puisqu'aujourd'hui encore, les maisons de jeux spécialisées dans le Riichi, le mahjong japonais, sont encore en activité. Il s'agira de règles qui ont été simplifiées et adaptées à la culture japonaise. La popularisation de ces jeux étrangers sur le sol nippon a permis d'avoir de nouveaux divertissements pour faire face à des situations compliquées dans son histoire. La période d'après-guerre a été très difficile et on ne peut ignorer les dégâts subis et le traumatisme du pays lors de ces conflits. D'ailleurs, les répercussions étaient énormes socialement et économiquement. Les fabricants de jeux qui ont survécu à ces crises sont très rares. Mais dès que le pays a commencé à se reconstruire, les sociétés de divertissement furent extrêmement populaires. Soyons clairs, les jeux ont subi un sacré lifting dès les années 50. Alors que les jeux et jouets étaient très axés sur des propagandes militaires pendant près de 50 ans, les visages ont commencé à changer pour devenir plus cartoonesques. L'arrivée de la télévision, la distribution à grande échelle des mangas, l'occupation américaine et la diffusion des loisirs de l'oncle Sam. Tout cela a modelé la culture populaire et ça n'a vraiment pas tardé à se retrouver dans les jeux. C'est une observation particulièrement vraie pour un jeu d'enfant appelé Menko. L'utilisation de papier cartonné durant l'ère Meiji a permis à cet ancêtre du POG de faire sa place. Le Menko, c'est simplement des morceaux de papier épais ou en carton sur lesquels on représentait des figures populaires de l'époque dans laquelle ils évoluaient. Autant vous dire que les historiens doivent adorer ces cartes, puisqu'en plus de donner des informations sur ce qui était en vogue chez les enfants de l'époque, ça permet entre autres de voir Batman en tenue colorée ou des images de propagande qui dissimulent à peine leurs intentions. On avait d'ailleurs parlé des Sugoroku le mois dernier. Vous savez, les espèces de jeux de loi. Sérieusement, ils ont eu le même traitement que les Menko. C'est quand même fascinant, non? Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est parce que j'ai dit que les Menko étaient originaires de l'ère Meiji que tu fais la tronche? Mais c'est pas vraiment un mensonge si on oublie les figures en terre. Ok, j'avoue, j'ai oublié d'en parler dans la vidéo précédente. Avant les Menko, on a eu les Dolomenko ou Men-uchi, des jetons en terre cuite qu'on jetait dans des trous. Et effectivement, ils seraient apparus durant l'ère Edo. À cette époque, les grandes figures, c'était les personnages de théâtre. Comme à la base, c'était un passe-temps d'aristocrates, c'était plus le théâtre no qui a influencé les figures qui y sont représentées. Ceci dit, les sujets représentés ont vite varié. Bref, les jetons ont été adaptés pour être faits en plomb durant l'ère Meiji. Et c'est vraiment là qu'on a commencé à parler de Menko, avec des règles où il s'agira de retourner des jetons comme des crêpes pour les gagner. Les jetons étaient alors des jouets vendus avec les Karakara Senbei, des crackers de riz vendus aux enfants. Pratique qui s'est apparemment arrêtée suite à des empoisonnements au plomb. Ah, d'où la préférence pour le carton. C'est logique. Et comme vous êtes tous des gens très cultivés, vous savez qu'on retrouve des équivalents du Menko en Corée et à Hawaï avec les fameux Milk Cap, qui ont inspiré les POG. Finalement, les Menko sont des jeux à licence bon marché idéaux, et aussi des outils promotionnels qui ont marqué la jeunesse de beaucoup de bambins. Tiens, en parlant de jeux à licence, vous voulez savoir qui a été un des pionniers au Japon avec cette idée? Encore et toujours Nintendo, qui continuait d'être un des leaders sur les marchés du jeu. Mais pendant les années 50, faut croire que c'était un peu le nerf de la guerre, puisque ce concept a propulsé pas mal de gros industriels du jeu au Japon. On pensera à Bandai qui, selon moi, ne doit sa survie qu'à cette pratique. Il y a aussi Tomy qui a édité l'équivalent de Destin au Japon sous le nom de Jinsei Game, et qui continue d'être un best-seller depuis les années 70. Et si ces noms vous évoquent plus des jouets en plastoc que des jeux de société, je vous invite à garder à l'esprit qu'à l'époque, édition de jeux de société rimait encore avec fabricant de jouets et figurines.
On citera aussi l'entreprise Tsukuda Originals qui fera fortune durant les années 70 avec le jeu Othello, qui est en fait une version japonaise du Reversi mais avec un trademark. Si les jeux de société de l'époque vous intéressent, je ne peux que vous recommander le livre et le blog Before Mario, qui recense plein de jeux de Nintendo à l'époque où les jeux vidéo n'étaient pas encore le centre de l'attention de la firme de Kyoto. J'aurais vraiment souhaité en retrouver autant pour les autres entreprises, mais faut croire que ça n'intéresse pas grand monde dès lors qu'on n'évoque pas le rétro gaming. Déjà à l'époque, les jeux vidéo avaient complètement volé la vedette aux jeux de table au Japon. Pour jouer à l'Othello, sur une console Nintendo, ouais, ça valait bien la peine. À tel point que certains considèrent qu'au Japon, il aura fallu la sortie de Dragon Quest pour vraiment pousser l'intérêt des Japonais pour le JDR papier, alors que Donjons et Dragons était pourtant implanté depuis déjà plusieurs années dans le pays. Je soupçonne cette spécialisation du Japon dans le domaine électronique, durant ce qu'on appelle le miracle économique japonais, d'avoir joué un rôle dans la favorisation du support console. Mais j'aime penser que le rôle que les jeux vidéo ont eu aura permis de stimuler l'esprit ludique dans le pays. Aujourd'hui, les jeux de société au Japon connaissent un succès grandissant, avec les ouvertures croissantes de bars à jeux et une hausse en popularité des game markets, et toujours plus d'auteurs de jeux qui créent chaque année des nouveautés. Franchement, je sais pas bien ce que l'histoire retiendra de nos jeux actuels, mais j'espère qu'on continuera à s'amuser encore un moment. Voilà, j'espère que cette vidéo aura permis d'avoir des bases intéressantes pour la suite. Comme j'ai remarqué que je faisais régulièrement des allusions à des points historiques, je pense que ce triptyque permettra de mettre à plat quelques notions pour avancer dans de bonnes conditions. Et si je peux, j'essaierai bien de reprendre quelques sujets un peu plus légers. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, et sur ce, moi je vous dis tchuss!